Bonjour et bonne année à tous. Bonne santé et tout le tout team, vous connaissez le refrain. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. On a bien progressé depuis l'année 2018. Le nombre d'abonnés a assez considérablement augmenté. On est passé à 8000 il n'y a pas très longtemps. Donc je suis content. On va atteindre très certainement les 10 000 à cette allure-là. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Et ouais, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur ma chaîne, des nouveaux concepts que j'ai lancés, Tipeee qui a été lancé en février 2018, et d'autres petites choses sur lesquelles j'aimerais un petit peu revenir pour faire un pseudo bilan rapide de ce qui s'est passé. Et tout d'abord, en termes de bilan de ce que j'ai lancé, beaucoup de choses ont bien pris. On a fait de nouvelles réacs qui sont parties sur différentes choses et ça a bien marché grâce à Hugo. On a vraiment lancé cette mode des sondages mensuels qui a commencé un petit peu avant 2018, mais ça s'est bien ancré, les gens sont pris dedans. Il y a un public qui continue de suivre ça, c'était très sympathique. Il y a eu donc la mode des Disney Phil HS qui est donc le gros morceau de cette année 2018, c'est-à-dire le lancement de Tipeee qui a amené pas mal de petites choses. Le fait par exemple que je vous demande directement du fric, s'il vous plaît payez-moi. Ça atteint quand même un niveau dont j'étais pas certain. J'étais vraiment pas assuré d'obtenir autant de la part des fans. J'avais peur, très sincèrement, que ça tombe genre à 5-10 euros par mois et que les gens disent attends, on va pas payer pour la merde que tu nous donnes. C'est sympa, mais faut pas exagérer non plus. J'avais un petit peu ce genre d'appréhension et déjà je suis content de voir que ça a quand même allé plus loin que ça et qu'il y a pas mal de gens qui m'ont soutenu tout au long de cette partie-là. Il y a des gens qui ont été super généreux. Je pense notamment le mois dernier où les dons Tipeee ont décollé. J'ai jamais touché autant et je remercie énormément tous ceux qui sont investis là-dedans. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément de voir autant de personnes se dévouer à ça. Vraiment, du fond de mon cœur, merci énormément. Merci énormément à ceux qui font des gros dons d'un coup. Merci énormément à ceux qui font des petits dons régulièrement. Merci à vous tous, vous êtes énormes. J'ai une chance énorme d'avoir des fans comme vous. Merci beaucoup. Donc ouais, malgré tout, on va revenir un petit peu sur ce Tipeee et donc faire le bilan de ce que ça aura apporté. Donc déjà, c'était un moyen possible de peut-être pouvoir vivre de ça et malgré le petit succès que ça a eu, c'est pas allé suffisamment loin pour me permettre réellement sur le coup d'en vivre. Après, c'est quelque chose... Honnêtement, parce que j'aime faire ce que je fais, je risque très certainement, dans l'année qui va suivre, d'essayer de me reposer là-dessus et de continuer un petit peu à bosser complètement sur mes vidéos et donc sur ce que ça pourrait me rapporter par la suite, en espérant peut-être que ça puisse vraiment marcher, vraiment décoller un peu plus que ça sur le long terme, et sinon tant pis, je serai au moins allé jusqu'au bout de mon idée, c'est-à-dire jusqu'à fin 2019, normalement, je devrais avoir traité la quasi-totalité des films animés Disney sortis. Il devrait rester quelques cas ci et là, mais il restera plus grand chose normalement par rapport à tous les films Disney qui existent que j'ai prévu de traiter. Animé à nouveau. Donc oui, d'ici fin 2019, si tant est que je conserve mon rythme, c'est pas impossible qu'il y ait des impondérables qui arrivent, il y a plusieurs possibilités, mais si tant est que je conserve mon rythme, je devrais avoir traité la quasi-totalité des films Disney existants. Il restera plus grand chose et il faudra juste que je prenne en compte les nouvelles sorties et que j'élargisse un petit peu mes horizons. J'essaierai de les élargir pas trop pour pas non plus tomber dans un cas où on me demandera de traiter n'importe quel film simplement parce qu'il y a la marque Disney dessus. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. J'aime Disney pour certains types de films, pas par rapport à la marque que ça représente, la grande entreprise que ça représente. C'est pas ça qui m'intéresse, vraiment pas. Donc voilà, il faudra que j'y réfléchisse et je pourrais peut-être partir sur d'autres choses pour combler les Disney-Films que je n'aurais plus à faire étant donné que je serai à court de matériel. N'empêche que tout ça dépendra un petit peu du succès, comment il évoluera au fur et à mesure de cette année 2019 pour la suite. Donc voilà, là je fais des grandes prévisions à long terme et je ne fais aucun appel, je fais aucun ah s'il vous plaît donnez ou quoi que ce soit. Non,
vous participez si vous en avez envie, si vous en avez les moyens, c'est important. Hein, je ne veux vraiment pas forcer la main d'une quelconque façon. Donc voilà, c'est juste à titre informatif. Ça dépendra un petit peu donc du succès, comment il évoluera au fil de cette année 2019. Et si d'ici fin 2019, ça n'aura pas décollé suffisamment pour que je puisse vraiment en vivre, je devrais être un petit peu obligé de partir sur autre chose. Des approches qui me demanderont un petit peu moins de temps, mais qui pourront quand même fournir un contenu régulier qui différeront un petit peu des Disney-Files, en faisant bien entendu des Disney-Files de temps en temps, puisque Disney sort régulièrement des films animés, hein, évidemment, donc bien entendu je le ferai. Mais bon, ça encore, c'est encore à voir pour la suite, mais je sens que avec tout ce qui vient de se faire, avec l'emploi du temps que j'aurai peut-être ou peut-être pas par la suite, que j'ai de quoi encore tenir sur ma chaîne Disneyphile sans partir trop sur des grosses tangentes pendant encore quelques temps, même si je fais moi régulièrement des Disneyphiles, des vidéos Disneyphile qui représentent le cœur de ma chaîne. Je pourrais partir sur d'autres vidéos du même genre, peut-être un petit peu plus courtes à faire, enfin ça dépendra un petit peu de ce qui se passera. Mais bon, ça n'empêche que c'était quand même une année très sympathique à suivre, ne serait-ce qu'en termes de suggestions, de demandes qu'on m'a faites sur Tipeee par rapport au Disneyphile HS. À nouveau, c'est une contrepartie qu'il faut payer, je suis désolé. C'est comme ça, hein, je ne peux pas répondre à toutes les demandes comme ça. Ça demande du temps de faire une vidéo Disneyphile, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et donc, j'ai eu pas mal de propositions très éclectiques. Hein. J'ai eu un choix de films très éclectique durant cette année et c'était très sympathique de traiter ces différents films selon diverses approches. Et ça prouve la diversité aussi des goûts de ceux qui me suivent. Ça a été une expérience sympathique et je suis impatient de la renouveler avec vos futurs choix. Bien, maintenant que c'est dit, on va passer donc au bilan du mois précédent, du mois de décembre, où je pense que je ne devrais pas avoir grand chose à dire. On commence avec donc la vidéo sortie le 1er, c'est-à-dire le top 20 des pires traductions de chansons Disney, et je m'attendais à une meilleure, plus grande réaction que ça, en termes de vues. Bon, les commentaires étaient sympathiques, comme d'habitude, hein, ça c'est pas le truc, mais j'attendais à ce que cette vidéo ait un petit succès quand même. C'était une reprise du top 20 des pires traductions de titres qui avait connu un petit succès. Et ouais, elle est assez en deçà des autres vidéos sorties ce mois-ci. Et c'est un peu étonnant pour moi. Non pas que c'est trop gravissime en termes pécuniers, puisque cette vidéo-là n'était pas monétisée. Enfin, elle était monétisée, mais pas pour moi. C'est le truc par rapport à la petite intro de 30 secondes qu'a repompé Link the Sun. C'est-à-dire que ouais, les ayants droit de cette chanson-là, ils ont pris les droits. Hein. Lorsque Saturn m'a fait cette intro-là, je me disais... il y a de fortes chances pour que ça tombe. Tant pis, je garde parce que j'adore cette intro. Donc je le remercie à nouveau d'avoir fait cette intro-là. Mais ouais, n'empêche que j'étais plutôt content de moi. C'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de boulot. Et la deuxième la plus longue de ma chaîne jusqu'à présent, si on compte pas la 100e qui est en plusieurs parties et qui dure 1h20, celle-là c'était un petit peu la vidéo la plus longue sur laquelle j'ai bossé. Donc voilà, j'espérais échouiller plus d'accueil. Voilà, mais c'est un détail, hein, c'est vraiment pas pour me plaindre, les gens ont réagi quand même. Par contre, à côté, les films Il était une fois, Il était deux fois Noël ont été un peu plus reçus, hein, en plus visionnés. Et bon, c'est un peu compréhensible, c'était période des fêtes, je profitais de la période des fêtes pour traiter des films en lien. Et oui, il y a une personne qui s'est dit, ouais, t'es pas obligé de faire ça. Je me dis, ouais, d'un moment ou un autre, je vais être un petit peu obligé de les traiter, ces films-là, hein. Voilà, ce sont des films Disney animés, donc voilà. Et donc c'est une période comme une autre pour le faire, comme ça c'était à propos. Et ouais, c'était plutôt bien perçu, il y a pas mal de gens qui ont réagi, c'était sympathique. Il n'y a pas grand monde qui m'a interpellé dans les commentaires, à part pour me demander pourquoi c'était pas noté. Et j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit avec ma critique de Fantasia et de Fantasia 2000 et les critiques qui ont un peu suivi après, c'est-à-dire que lorsqu'un film c'est juste une compilation de courts-métrages, de petites histoires sans lien à part c'est un thème en commun ou une connerie comme ça mérite pas d'être jugé en tant que film, ça. C'est pas un long métrage ce truc-là pour moi. C'est juste 3 courts-métrages
qu'on colle les uns à la suite des autres, et paf, on appelle ça un long métrage. Alors techniquement oui, c'en est un, puisque ça dure plus d'une heure, un petit peu plus d'une heure, mais ça n'a pas du tout l'âme, l'essence d'un court métrage, d'un long métrage, pardon, et donc je m'en fiche, je veux pas noter ça. À la limite, si vous tenez à ce que je note rapidement les segments de Il était une fois Noël, je dirais que le premier vaut 10,5 autour de Donald et Riri, Fifi et Loulou, le second vaut 11 autour de Dingo et Max, et le troisième autour de Mickey et Minnie vaudrait 14. Et si on fait la moyenne par rapport au prorata des durées de chaque segment, ça ferait une moyenne d'environ 11,5 sur 20. Voilà, à peu près la note que je donnerais à Mickey, il était une fois Noël. Je vais pas me faire chier à faire une note pour Il était deux fois Noël, c'est nul, voilà ce que j'en pense. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Mais ouais, je note pas ce genre de truc, hein, et dans pas trop longtemps, je devrais pas tarder à faire la critique de films comme Saludos Amigos et Les Trois Caballeros, ça va être pareil. Ce sera des petites histoires qui s'enchaînent, qui n'ont pas grand lien entre elles. Non, je vais pas mettre de notes à ça. Donc, ensuite, on a repris dans ces vidéos-là par rapport au passé de Riri, Fifi et Loulou. Pourquoi est-ce qu'ils vivent constamment chez leur oncle et on ne parle jamais de leurs parents? Alors, on a donné plusieurs explications à ça, hein, parce qu'apparemment c'est comme les comics de DC et de Marvel, il y a plusieurs continuités possibles. Plusieurs lores, ça arrête pas de changer, on fait un reboot du truc à un moment donné, même dans les BD, je sais pas trop, c'est un petit peu bizarre, mais la version la plus évoquée, c'est celle où, en fait, Riri, Fifi et Loulou ont fait une blague à leur père en posant un pétard sous sa chaise. Ça l'a amené aux urgences, et depuis ce jour-là, c'est Donald qui s'occupe des enfants. Et ils sont pas allés grandement plus loin que ça, et après on n'entend plus parler des parents de Riri, Fifi et Loulou dans les BD, semble-t-il, hein, d'après ce que j'ai lu. Ce qui veut dire que quoi, son père est mort? Leur père est mort et leur mère est partie, je sais pas où, qu'est-ce que ça veut dire? Leur père est blessé à vie, et il pourra plus jamais marcher, il pourra plus s'occuper d'eux, donc Donald est obligé de s'occuper d'eux, je sais pas, c'est super glauque quand on y pense. Et bon, ouais, si c'est le cas, si c'est vraiment ce qu'étaient les personnages de Riri, Fifi et Loulou dans la BD, cette représentation dans Il était une fois Noël et Il était deux fois Noël est assez juste. Et ça en fait pas des personnages qui me plaisent, hein, je vous le cache pas. Ouais, je suis vraiment pas fan de Riri, Fifi, Loulou. Et donc, ouais, sinon, ouais, on m'a pas grandement repris sur grand chose à part ça. Ensuite, il y a eu le drôle de Noël de Scrooge. J'ai pas eu des masses de commentaires là-dessus. Bon, quelques personnes pour défendre Beck ce film en disant « Ah, il est génial, pourquoi tu te plains de trucs comme ça ?» Je suis habitué à ça. En donnant des excuses un petit peu faciles des fois. Il n'y a pas beaucoup d'interprétation par rapport à la grande qualité de ce soi-disant chef-d'œuvre pour eux qui m'a grandement convaincu. Je vous le cache pas. N'empêche que, je le redis, c'est un film tout à fait correct. Hein, ce titre t'a chier, mais c'est un film tout à fait correct. Et pas mal, vraiment, hein, parce que ça raconte une histoire de base qui est pas mal. Mais je le redis, j'avais déjà connu cette histoire, racontée, re-racontée avant. Donc c'est pas non plus, ça va pas toucher comme quelque chose de très original de base. Et ouais, à part la mise en scène horrifique gratuite par moment, parce que oui, je vois pas l'intérêt de faire de l'horreur pour faire sursauter le spectateur quand ça apporte absolument rien. À part juste, on fait de l'horreur, je suis désolé quoi, à ce moment-là, faites un film d'horreur. Faites un film d'horreur où c'est le but premier, mais si c'est juste pour faire des moments super glauques et sombres qui servent absolument à rien, je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est personnel, hein. Il faut que une scène, un moment qui prend un peu son temps dans un film, ait un but. Et dans ce film, le seul but, c'est de dire « Comme c'est sombre !» Vous auriez pu baisser le ton à ce niveau-là que ce serait passé de la même façon, je sais pas. Pour moi, c'était gratuit, tout simplement. Si encore il y avait eu un ton mieux géré autour de ça, si on faisait pas d'espèce de gag un petit peu gamin autour,
et qu'on gérait mieux le passage du côté un peu comique au côté super effrayant, effroyable, j'aurais dit ok, c'était un parti pris acceptable, mais c'est même pas le cas. Ça gâche pas totalement la qualité du film pour moi. Parce que ça reste pas mal, hein, je le redis, j'aime beaucoup Jim Carrey, je trouve qu'il est bien taillé pour ce rôle, et d'autres petites choses. Mais c'est pas une des plus grandes adaptations du conte pour moi, hein, vraiment pas. Sinon, il y a 3-4 personnes qui m'ont repris par rapport au passage sur le fantôme des Noëls présents qui dit qu'il a 8842 frères et sœurs. Et c'était en référence à l'année de sortie du conte de base qui était 1843. Donc avec lui, ils sont 1843 et donc ça correspond à l'année de sortie du conte. Waouh! Ah mais ça prend tout son sens et ça fait de cette scène plus du tout une perte de temps quand vous le présentez comme ça. C'est une référence qui est super au perché, qu'on force complètement, quoi. Ils ont un moment de discussion qui dure 30 secondes, 30 grosses secondes autour de ça, et c'est juste pour faire cette référence-là au nombre 1843. Ouh. Merci de me l'avoir dit, hein, parce que ça rend ce passage d'autant plus ridicule pour moi. Forcer à aller jusque-là, juste pour faire une référence au nombre 1843, c'est assez fort pour moi. Bref, maintenant que c'est dit, le dernier morceau de cette année, qui est super en lien avec Noël, c'était Alabama Monroe, que vous n'avez pas grandement regardé. En tout cas, à l'heure où je parle, hein, c'est pas une vidéo qui a été grandement vue, et je m'y attendais, je vous cache pas, c'est pas un film très populaire, c'est même pas un film très divertissant sur le coup. C'était un challenge, hein, un vrai challenge d'arriver à pondre une critique divertissante autour d'un film comme ça, hein, parce que c'est un film plutôt déprimant hein, sur le principe. Hein. Superbe troll de la part de Conseil des 4 à ce niveau-là. Donc, ouais, je suis quand même relativement content de mon résultat. La vidéo a bien plu. J'ai pas eu beaucoup de réactions qui m'ont interpellé là-dedans, à part le fait que ça a rappelé aux gens Megamindy. Il y a pas mal de mes spectateurs qui sont belges qui ont reconnu ça. Ah oui, Megamindy. Et j'ai découvert Megamindy avec ce film. Et je vous cache pas que ça m'a un petit peu intéressé à savoir à quoi ça ressemblait ce truc-là. Et ouais, ça sent bien la série pour gosses. Mais le générique est cool. Ah, vraiment. La chanteuse chante pas super bien en français, mais le générique est cool. Je suis Megamindy, Megamindy, une fille super-héros, la force et l'amour dans la peau. Je suis Megamindy, Megamindy, méfiez-vous tous les bandits, car voici Megamindy. Alors les paroles sont super niaises, mais super marquant. Hein. Il va plus me quitter la tête pendant plusieurs mois celui-là. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la critique de ce film. Et on va passer direct au sujet central. J'avais certaines idées au début, je voulais réagir par rapport au film Mary Poppins, et ça va être un petit peu le cas parce que oui, le retour de Mary Poppins, c'est un film que j'ai adoré voir en fin d'année, hein, si vous avez suivi mon avis à tiède dessus. Et c'est un cas très particulier parce que je me suis un peu intéressé aux critiques sur le film. Il y a pas mal de critiques légitimes. Il y a beaucoup de critiques du film que j'approuve dans l'absolu. Par exemple, toute la sous-intrigue, l'intrigue même, j'ai envie de dire, autour du méchant chef de banque était très bateau, basique et plombait un peu le récit. C'est le gros problème. Je me suis pas grandement étendu là-dessus, mais c'est vrai que ça représente un morceau important. Hein, c'est pas rien du tout. Et donc, dès lors qu'on faisait progresser cette intrigue-là, ça cassait le reste. Vraiment, et oui, beaucoup de gens reprochaient ça, je les reproche aussi, ça reprend trait pour trait la même structure que le film Mary Poppins de base.
Et beaucoup de gens ont été un peu gênés par ça, et je le comprends très bien. Moi, ça a marché pour une raison très particulière, parce que ça m'a totalement fait retomber dans l'état d'esprit que j'avais quand j'ai vu le film la première fois. Et je pense que c'était le but premier, en recopiant trait pour trait cette formule-là. Hein. Ils n'ont pas fait ça par hasard ou quoi que ce soit, ni même par fainéantise. Je pense qu'ils sont vraiment appliqués à recopier cette formule-là. Et je pense que c'était vraiment pour avoir cet effet-là, c'est-à-dire recapturer la magie du premier film. Et pour moi ça a marché, pour d'autres ça a marché, pour d'autres non, mais ils ont quand même pu apprécier. Et pour certains, ça les a sortis du film totalement. Hein, après, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres petits trucs à dire ci et là. En toute honnêteté, si je devais un jour faire une critique en Disney-fil de ce film, ce qui n'est pas impossible, puisqu'il y a de l'animation dedans, de la bonne animation 2D comme on n'en a plus vu depuis longtemps. Hein, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir ça, de la bonne animation 2D de chez Disney. Ah, rien que pour ça, rien que pour ça, ce film mérite d'être vu pour voir qu'ils peuvent encore faire de l'animation 2D. Ça fait plaisir. Voilà, c'est le petit détail. Deux, trois fois rien que j'ai pas spécifié, mais c'était sympa. Mais je comprends aisément qu'on ait des problèmes avec ça, comme je l'ai dit. Et j'avais voulu au départ revenir sur une critique que j'ai quand même trouvée très injustifiée, hein, malgré les critiques totalement légitimes, autour de la musique. C'est-à-dire que ouais, la musique est trop présente, il y en a trop. Et il y en a d'autres qui disent que c'était pas mémorable, alors je sais pas quoi dire à cela, à part que moi j'ai les airs de toutes les chansons en tête, à une ou deux exceptions près, et je me les écoute tous les jours sur YouTube, donc personnellement c'est plutôt mémorable pour moi quand j'ai envie de faire ça, mais bon, hein, chacun son appréciation de ce genre de choses, c'est pour ça que je ne suis pas mélomane, hein, je ne saurais pas dire pourquoi ce serait particulièrement plus mémorable qu'autre chose, moi je les trouve tout aussi mémorables que celle du premier film, et il y en a d'autres qui ont critiqué le fait que il y a trop de chansons dans cette comédie musicale, et j'ai jamais compris ça. Et honnêtement, j'avais pensé faire une mise au point autour de ça, assez longue, et je vais vous faire les points rapides parce que je pense pas que je vais faire une mise au point par la suite autour de ça. Voilà, pour moi une comédie musicale, et ça met de la musique à la fréquence que ça veut, si ça arrive à bien imprégner ça, mettre ça dans le récit. Il existe des tas d'œuvres narratives qui utilisent tout le temps la chanson pour faire progresser son intrigue. Je sais pas, les ballets par exemple. Les ballets, tout tourne autour de musique qui font progresser l'intrigue et où les personnages ne parlent pas. Il y a d'autres cas avec des opéras et je suis sûr des comédies musicales tout simplement où on parle quasiment jamais, peut-être même jamais des fois, et où tout se fait à travers des chansons. Toute l'intrigue progresse à travers de chansons. Pourquoi ça ne pourrait pas se calquer là sur un format film? Donc pour moi dire qu'il y a trop de chansons dans un film musical, ça n'a aucun sens. Un film en son essence, quand il est musical, doit contenir des chansons et n'a pas de quota à respecter ou quoi que ce soit. Il faut juste que les chansons soient bien incorporées. Et c'est ça le truc. Vous auriez pu dire que les chansons étaient mal incorporées, je peux le comprendre. Il y a aussi d'autres critiques du genre que j'aurais pu dire par rapport à La Reine des Neiges, où on dit que les chansons sont mal dosées. Non, les chansons sont juste mises au moment où ça en appelle à une chanson. Mais il y a pas mal de moments plus espacés durant lesquels ça n'en appelle pas à une chanson et à ce moment-là ça va. Je veux dire, pourquoi des chansons devraient être espacées de façon régulière, avec un temps minimum requis entre les différentes chansons? Je trouve ça idiot comme façon de penser. Pour moi, oui, quand il y a des moments qui en appellent à ce que les chansons arrivent, on peut les enchaîner plusieurs fois et puis on peut créer toute une situation où il n'y a plus besoin de chansons. C'est très bien le cas dans La Reine des Neiges comme dans beaucoup de films Disney où il y a la grande majorité des chansons dans la première moitié et où dans la deuxième moitié il y en a beaucoup moins de chansons. Et vous pouvez voir ça, il y a énormément de films Disney qui sont comme ça où on voit la grande majorité des chansons à la première moitié. Et donc là, c'est un petit peu plus compact, plus compacté dans La Reine des Neiges, mais ça repose sur le même principe, parce que au début, ça en appelle beaucoup plus au chant, surtout avec cette nouvelle situation qui se met en place entre Elsa et Anna, et donc espèce de nouvelles situations qui viennent auprès d'elle, qui amènent plus à la chanson, alors que là, c'est plus par la suite des événements qui n'amènent pas
Auchan, c'est plus de nouvelles découvertes, des aventures qui n'appellent pas à ce qu'on chante par-dessus. C'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout mal dosé dans la Reine des Neiges, les chansons. Elles sont juste placées là où il y a besoin qu'elles sont. Enfin bon, voilà, c'était la petite mise au point autour de ça. C'était le truc de base que je voulais faire dans cette mise au point. Mais je me suis rendu compte que pour cette mise au point de début 2019, je pouvais quand même faire un truc un petit peu plus général et qui parlera plus aux gens et qui est quand même en lien avec Mary Poppins. C'est le fait que lorsqu'on analyse une œuvre artistique, on aura toujours deux parts en nous pour faire notre jugement, pour avoir cette appréciation-là. Je ne parle pas de critères ou quoi que ce soit, je parle de deux approches philosophiques, dira-t-on, d'une œuvre de divertissement et d'art qu'on nous sert. Et ces deux approches, en soi, elles ont été plutôt bien résumées dans Les Indestructibles 2. C'est d'un côté l'approche rêveuse et de l'autre l'approche cynique. Voilà, on est tous plus ou moins rêveurs ou cyniques quand on observe une œuvre, quand on essaye de la juger. Parce que sinon, soit on gobe bêtement à peu près chaque manipulation qu'on nous sert, soit on ne sait rien apprécier et qui sort un petit peu du cadre réaliste qu'on s'est créé dans la vie. Et dans les deux cas, c'est super triste. C'est super triste. On a tous une part de cynisme et de rêve quand on juge un film, quand on apprécie un film, quand on le regarde. Et je pense à mon grand dame que le spectateur type d'un film Disney animé, ce sera quelqu'un qui sera plus porté vers le côté rêve. C'est-à-dire la personne qui ne pense pas à la cohérence, ne pense pas à comment ça marche, quelles techniques sont employées par le film, cherche juste à se poser devant le film et se laisser transporter par le film. Il est complètement ouvert, il n'a aucun mécanisme de défense, il se dit « Ok, fais-moi rêver, film ». Et ces gens-là sont totalement coulants avec les formules, les manipulations type, etc. Qu'on peut leur fourguer pour faire passer l'émotion que le film veut faire passer, parce que tout film hollywoodien travaillé veut faire passer une émotion, et c'est clair et net que si on ne prend pas la peine d'y réfléchir et qu'on veut juste être pris dans cette émotion, et ben on peut toujours y arriver, vraiment. Donc, quand on est dans cette catégorie-là, je dirais qu'on a une approche vraiment très rêveuse de la chose, c'est-à-dire qu'on veut juste passer un bon temps, se laisser transporter, et à côté de ça, on a le cynique, donc la vision très cynique de la personne qui lorsqu'elle voit une œuvre, la juge. Se met tout de suite en position « je te juge, je vais voir si tu t'en sors bien, toi ». Et c'est quelqu'un donc qui met déjà des standards en place, qui est sur ses gardes, plus ou moins, bien entendu, et qui se dira « attendez, dès lors qu'un truc lui paraît suspect, se posera des questions, est-ce que c'est bien fait ? Est-ce qu'il ne serait pas trompé là tout de suite ?» Et des fois, quand notre cynisme nous prend trop, on peut être totalement dépassé par un film qui se plante totalement par rapport à ce qu'il veut faire passer, par rapport à notre interprétation. À nouveau, il y a une question de critères personnels, on est d'accord. Soit être vraiment très subjugué par le fait que ce film ait su très bien gérer ce qu'il a mis en place. Je pense que personne réellement n'est totalement cynique ou totalement rêveur. On a toujours une part de rêveur en nous qui a envie d'être transporté par un film. Et je pense qu'on aura toujours, même vraiment le spectateur le plus lambda, le plus je vais au cinéma pour me détendre, je vais pas me prendre la tête. Je pense que même celui-là aura toujours une micro-part de cynisme en lui, en se disant ok, si on prend un petit peu trop pour un con, si ça devient un tout petit peu trop débile, je risque d'être un petit peu sorti de là. Voilà, il y aura toujours un peu de ça. Voilà, il n'y aura jamais d'extrême précis à ce niveau-là. Donc chacun aura sa part de rêveur et sa part de cynique. Disney est un studio par rapport à son animation, à ce qu'il a fait en animation, et qui table plus sur les rêveurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont cyniques au point de ne pas apprécier les films de fantasy et juste préférer les histoires terre à terre simples. Et il y a eu quelques exemples comme ça. Mais il y a, pour moi,
un public cible selon tel ou tel type de film. Il est clair et net qu'une grande partie du cinéma hollywoodien table beaucoup sur le côté rêveur des gens. Mais on se rend compte, surtout avec la montée de la critique, le phénomène de la critique sur Internet maintenant, que plus ça va, plus Hollywood se rend compte que les gens ont laissé une plus grosse part à leur cynisme quand ils vont voir un film. Et que maintenant, ils essayent de plus en plus de faire des histoires qui prennent en compte ça, de se centrer plus sur la réalité. Et c'est le cas pour Disney qui, plus ça va, plus essaye de faire des films qui s'éloignent un petit peu de l'aspect conte de fées qu'on avait avant, très simple, avec des gros méchants bien méchants, des histoires très fantasy qui ne colle pas à grand chose dans la réalité, on est bien d'accord. Où je me situe, moi, et ben ce serait un petit peu se foutre de votre gueule de dire que je suis pas un peu plus cynique que rêveur. Ça fait quelque temps que certains trucs tout doux, tout mignons, comme quoi les animaux sont tous gentils, il faut être ami avec eux, ça me passe par-dessus la tête une fois que j'ai fini de voir Disney. C'est vrai, j'aime bien me perdre un petit peu dans des histoires très fantastiques, de fantaisistes un petit peu. Ça me plaît un petit peu le temps du visionnage de m'évader ailleurs. Ah, par contre, j'ai conscience que je m'évade. C'est-à-dire que j'ai conscience que ces films-là, c'est fait pour passer du bon temps par moment. Et donc, c'est ça qui me permet de temps en temps de profiter d'un film, malgré le fait que je discerne quelque chose qui ne vont pas très bien dedans. Certaines incohérences, certaines facilités. Et j'ai beau être très cynique là-dessus, parce que je reste quand même très cynique, sur le coup j'arrive quand même à apprécier des films sans tout jeter aux ordures, simplement parce que ça fait pas très réaliste, ça le fait pas. Je sais que je le fais de temps en temps, des fois pour rire, pour me moquer, parce que j'aime bien être gentiment cynique rapidement, mais sans que ce soit très grave. Ou des fois simplement parce que ça va un peu trop loin dans le non réaliste ou dans l'incohérence, d'un point de vue personnel, ou dans le trop gonflant, enfin ce genre de choses. C'est le genre de choses difficiles à jauger et qui dépend entièrement de la personne, nous sommes d'accord. Et le fait est que, puisqu'on a parlé de Mary Poppins au début de ça, que c'est un peu ce film qui m'a inspiré à parler de ce sujet-là. Le fait qu'on ait un côté rêveur et un côté cynique qui varie selon la personne quand on apprécie une œuvre d'art, et c'est que je suis quelqu'un qui est légèrement plus porté du côté cynique. C'est ce qui fait que oui, je peux un petit peu énerver certains fans Disney typiques et qui viendraient sur la chaîne et qui se diraient mais comment t'oses dire du mal des films Disney ? Tous les films Disney sont géniaux et magiques, c'est mon enfance. Voilà, ça c'est les rêveurs à 99%, ceux-là. Et je suis en gros un cynique à 60%, on va dire, personnellement. Donc ouais, c'est normal que je les caresse dans le mauvais sens du poil, ceux-là. Malgré ça, j'ai quand même une partie rêve là-dedans quand j'apprécie un film que je vais pas renier, et des fois il y a certains films qui permettent d'outrepasser certains trucs qui me gêneraient très certainement en tant que cynique, parce que ça a su tabler à vraiment agripper ma partie rêveur et me faire un peu outrepasser ça. C'est un truc dont j'ai déjà parlé avec le Nostalgia Critique. À un moment donné, il a fait un édito sur le chipotage, et c'est dit que oui, si on se plaint dans un spectacle de marionnettes qu'on voit les fils, c'est pas le fait que ces fils soient visibles qui pose problème, c'est le fait que le marionnettiste a pas su faire en sorte qu'on ne s'intéresse pas aux fils et qu'on s'intéresse seulement à la marionnette. Et ça dépendra complètement de la personne, ça, c'est une interprétation qui dépendra complètement de la personne, mais voilà, il existe encore des films qui, malgré le fait que quand je prends un peu de temps à les étudier, les analyser, entre guillemets, à nouveau, c'est un terme un peu fort, avec ce que je fais, je trouve que c'est un terme un petit peu trop recherché par rapport à ce que je fais dans mes vidéos, mais voilà, quand je les analyse, j'arrive des fois à ne pas faire trop gaffe sur le coup aux incohérences du moment, parce que ce que ça a voulu mettre en place, la manipulation émotionnelle que ça a mis en place, ça a super bien marché.
ça a su agripper mon côté rêveur. Et ça a été le cas notamment pour Star Wars 8, hein, qui se fait toujours huer pour ses nombreux soucis scénaristiques incohérents d'après certains. Je trouve que c'est un peu exagéré, mais je note quand même qu'il y a pas mal de soucis d'incohérence. Hein. Je suis loin de trouver que c'est un film parfait. Déjà, dès sa sortie, je trouvais qu'il y avait des choses à redire. Et oui, j'ai vu d'autres critiques... arguments contre le film que j'ai pas trouvé mauvais en soi. Hein, malheureusement, c'est noyé sous divers arguments que je trouve complètement débiles et gratuitement haineux de la part de ceux qui tiennent absolument à dire que c'est un film de merde et qui a tous les maux de la terre. Mais il y a quand même de bonnes critiques négatives contre ce film que je trouve totalement légitimes et valables, avec lesquelles je suis d'accord. N'empêche que ce que le film a essayé de faire ressentir, je trouve qu'il l'a très bien fait ressentir, c'est pour ça que j'adore. Et c'est exactement le cas avec Mary Poppins. Aussi, très récemment, j'ai adoré ce que le film a voulu faire ressentir. Ça a tellement bien marché pour moi et que ça m'a mis la larme à l'œil pendant la moitié du visionnage. Je vous jure, hein, la moitié du visionnage, la larme à l'œil. Voilà, c'est ça le truc avec Mary Poppins. Mais je comprends aisément que certains aient eu du mal avec ça, avec le côté on reprend pile poil la structure du premier film et le fait qu'on mette une sous-intrigue de méchant chef de banque très prévisible et très bateau. Ces détails ne sont pas anodins pour moi et je les ai remarqués parce que les 60% de cyniques, ils sont toujours présents. Hein, je fais toujours un petit peu gaffe à ça, mais j'ai quand même été totalement pris par le reste. Par le reste qui a agrippé mon côté rêveur. Ce qui fait que, même si ces trucs-là, je les remarque, personnellement, je les considère pas comme étant si graves que ça, si affreux que ça, pour que ça en fasse un film médiocre, raté, d'une quelconque façon. Dire un film perfectible et avec des défauts certes, mais pas un film raté. Contrairement à ce que d'autres feront, parce que tout simplement ça n'a pas su agripper, tirer leur corde de rêveur ou quoi que ce soit. Aussi parce qu'à nouveau, c'est Mary Poppins, c'est un film qui représente pas mal de choses pour moi, comme beaucoup de gens je pense. Donc voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. Mais il y a toujours quelque chose de clair quand on va voir un film. En plus, bien entendu, des différents critères, l'importance qu'on donnera aux personnages, à l'histoire, à l'illustration, comme j'en ai parlé. Il y aura ce côté, est-ce qu'on va dans ce film en tant que rêveur ou en tant que cynique, et surtout à quelle proportion? Est-ce qu'on va apprécier ça en tant que cynique? Parce que un truc aussi qui est intéressant en tant que cynique, et je pense que je vais arrêter là parce que bon, je me suis étendu un petit peu longtemps quand même, c'est que quand en tant que cynique on arrive à ne pas trouver grand chose à redire à un film, en se mettant à l'analyser comme ça, et ben ce film, on en a une appréciation mais vraiment très forte, plus que le simple rêveur qui se dira juste ah ça m'a fait ressentir des trucs super. Le cynique se dira ah, punaise, je n'ai pas vu de problème, au contraire j'ai vu que des trucs très bien fichus, très bien pensés. Et donc en plus de ça il y aura ce côté très réfléchi, très bien huilé du film, alors que le rêveur sera plus pris par les trucs très émotionnels. Donc certains films peuvent se vanter pour être bien ficelés, par exemple je dirais Inception pour moi, très bien foutu, c'est pas un film qui m'a fait ressentir énormément de choses, mais en termes d'écriture, de jeu, de façon dont le scénario se mettait en place, j'ai été très pris dedans, et certains films qui ont été super doués en émotion, comme Le Retour de Mary Poppins par exemple, qui m'ont super touché en termes d'émotion, mais qui en termes d'écriture, de scénario, d'analyse stricte et plus cynique, et pas l'un des meilleurs films de 2018 que j'ai vu. Par exemple, j'ai vu dans la même année L'Ombre d'Emily, que je trouve mieux maîtrisé, si je devais vous dire ça. Mais ça va pas faire sentir autant de choses. Après, on peut faire un mélange des deux. On peut faire des films qui sont super bien maîtrisés en termes de scénario, et qui peuvent apporter beaucoup d'émotions en même temps. Ça arrive, ce genre de film, c'est bien entendu des gemmes quand on les trouve. Et en général, quand on a un semi-équilibre entre le cynique et le rêveur, c'est ce genre de film qu'on considère comme étant nos préférés. En tout cas, je pense. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette mise au point qui, je pense, n'était pas la mieux structurée du monde. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. À bientôt pour de futures vidéos en tout genre. Il y aura
un top 15 de mes séries préférées, soit ce mois de janvier, soit en février, hein, en termes de mise au point HS, c'est prévu, rassurez-vous. Je prévois une réac après Witch très particulière, c'est-à-dire vous n'aurez pas le choix, mais c'est un peu particulière et c'est en lien avec un film qui va sortir cette année. Donc je suis impatient de vous faire ça, je me demande ce que ça donnera. Et j'ai quelques petits projets ci et là, en plus des habituels, et j'espère que ça vous plaira. Bonne année à tous une fois de plus, au revoir, à bientôt.